Silke Pan, athlète, est votre invité, Romain Clivat. Silke Pan, bonjour. Bonjour, je suis ravie d'être là aujourd'hui, merci. Mais plaisir de vous accueillir aussi, Silke Pan. Vous êtes athlète de handbike, ancienne trapéziste, paraplégique. Vous avez participé à de nombreuses compétitions internationales. Aujourd'hui, les Jeux paralympiques de Pyongyang touchent à leur fin. Oui. Est-ce que c'est une vraie vitrine ou il y a un risque que ce soit juste une parenthèse qui se ferme ? Alors, je pense que oui, c'est une vraie vitrine. C'est une parenthèse qui s'est ouverte sur un moment, sur une période précise, mais qui permet d'ouvrir un petit peu la conscience des gens, à mon avis, de donner une image aussi plus positive de la personne handicapée, de ne pas voir seulement la personne handicapée comme un grabataire, comme une personne diminuée, mais vraiment de se rendre compte que derrière ces physiques qui ont été abîmés, il y a des vraies personnes comme vous et moi, enfin comme vous, parce que moi je suis aussi diminuée physiquement, mais des athlètes, des vrais athlètes qui se battent comme les athlètes valides, et que c'est pas parce que on a une jambe en moins qu'on a une partie de notre personnalité qui est en moins. C'est pas parce que quand vous coupez les cheveux qu'il y a une partie de votre corps qui est partie que tout à coup vous êtes moins vous-même. Vous évoquez le regard, hein, et c'est peut-être une des choses qui au début effectivement peut mettre des gens mal à l'aise, parce qu'on a l'impression que la souffrance d'un athlète des Paralympiques, c'est pas la même qu'un skieur de fond qui arrive après 50 km ou à la fin d'une étape du Tour de France où on a fait le Mont Ventoux, on voit ces cyclistes qui tombent aussi à terre. Là, il y a une dimension supplémentaire qui est difficile à expliquer, mais le regard est différent. Oui, alors il y a deux choses. Oui, tout à fait. La souffrance, déjà, bien sûr, beaucoup d'athlètes qui ont un handicap ont des douleurs chroniques, comme moi j'en ai aussi, mais on apprend à vivre avec. Et déjà, un athlète de haut niveau doit être un petit peu masochiste. Oui. Un athlète qui arrive au top, il doit savoir surmonter sa douleur physique et mentale. Et ensuite... bien sûr, l'athlète handicapé doit apprendre à encore plus ce dépassement de soi, cette résilience, cette volonté d'aller vraiment au-delà pour atteindre son objectif. Le regard qu'on peut poser sur un athlète handicapé, c'est clair, il peut être dérangeant dans le sens... Qu'est-ce que le handicap reflète en nous ? D'une certaine manière, ça peut toucher quelque chose de profond en nous, ça peut toucher à des peurs enfuies qu'on a, mais est-ce que si ça m'arrivait, comment est-ce que moi je m'en sortirais ? Et puis après, dans la vie, voilà, comment se comporter avec cette personne ? Comment lui parler ? Est-ce que je peux lui parler normal ou est-ce que je dois lui parler avec un ton de compassion ? On peut se poser beaucoup de questions, mais simplement parce qu'on ne sait pas. Qu'est-ce qui nous effraie ? C'est l'inconnu. Et le handicap, pendant longtemps, a été caché dans la société. Les handicapés ne sortaient pas, c'est seulement maintenant, depuis peu de temps, que les personnes handicapées sortent, se mélangent à la société et ce côté intégration est de plus en plus actif. Donc, je pense que c'est important et c'est bien maintenant qu'on puisse, que simplement les athlètes handicapés qui sont athlètes dans l'âme ne soient pas obligés de se dire ok, ils ont eu un accident, alors maintenant ils vont devoir faire autre chose. Si c'est des athlètes dans l'âme, ils ont le droit de s'exprimer en tant qu'athlètes. Quand on voit aujourd'hui l'extraordinaire parcours de Théo Gmür, triple champion olympique, hémiplégique, ça... pour utiliser des termes économiques, hein, pour la cause, vous allez probablement pouvoir capitaliser là-dessus en Suisse. Oui, tout à fait. Ça suive. Tout à fait, mais c'est magnifique. Et ça permet peut-être aux gens de s'intéresser un petit peu plus au parcours de Théo Gmür et de se rendre compte que c'est un athlète à part entière, qu'il doit travailler, qu'il doit s'entraîner, qu'il a une préparation physique et mentale à faire, tout comme un athlète valide. Et peut-être de se rendre compte de ce qu'il a à faire en plus, parce qu'en plus de la préparation physique comme un athlète valide, il a un handicap à gérer. Et ça, c'est un paramètre que tous les athlètes paralympiques ont à faire. Et je pense que c'est magnifique pour donner une image positive de ces athlètes handicapés. Après, pour Théo Gmür, après, ça dépend aussi, lui, comment il saura gérer ça. S'il sait se distancer personnellement de ça et se dire, OK, c'est une récompense par rapport à son travail, un fruit de ses efforts, et réussir à ne pas prendre la grosse tête et de rester humble. Mais je pense qu'en tant que sportif, on sait rester humble parce qu'on sait que
à quoi une victoire tient. Et on se rend compte que c'est pas le fruit du hasard et que c'est le fruit d'un travail. Ouais, la phase suivante, pour la cause, entre guillemets, pour ces problématiques de handicap, on pourrait imaginer une utilisation aussi politique de cela, parce qu'il y a des problèmes concrets. Vous l'avez vécu aussi en termes de rente après votre accident. Il y a les questions d'accès dans les bâtiments, ces choses-là. Est-ce que c'est pas la phase suivante où il faut peut-être utiliser le momentum de ces Jeux Olympiques pour actionner le levier politique ? Oui, pour remontrer, voilà, les personnes handicapées sont part entière de la société, elles sont là, c'est pas parce que souvent vous ne les voyez pas qu'elles sont pas là, et puis peut-être justement montrer que c'est pas seulement une personne âgée à partir de 80 ans qui a besoin d'un trottoir abaissé, d'une porte élargie, et puis d'un monte-escalier pour monter quelque part, et peut-être voir, nous en tant que personnes handicapées, on nous demande bien d'être de nouveau actifs, d'être de nouveau intégrés dans la vie professionnelle. Donc il faut aussi qu'on puisse nous donner les moyens pour ça. Silke Pan, vous préparez un ouvrage, vous êtes en train de lire les dernières épreuves, à la conquête de nouveaux sommets avec votre époux Didier Dvorak. Oui. Il y a une phrase qui est frappante, vous dites « Je suis une Edelweiss, une étoile qui s'épanouit au sol, mais à belle altitude ». Quel est le message de votre ouvrage ? Alors, le message principal, c'est un hymne à la vie. J'ai parlé avec beaucoup d'authenticité, aussi de difficultés, de moments difficiles qui me sont arrivés, mais aussi de la force que j'ai pu développer, de ma résilience, de comment j'ai appris à travers mes épreuves. Et j'espère que cet ouvrage puisse être un message d'espoir dans lequel beaucoup de personnes pourront se retrouver d'une manière ou d'une autre en voyant, voilà, c'est pas parce qu'un coup du sort m'est arrivé que je ne vais pas pouvoir m'épanouir à nouveau. On peut être, voilà, comme je dis Edelweiss parce que je me sens des fois un petit peu, j'aime la montagne et des fois j'ai un chemin de vie qui est un petit peu solitaire, mais j'ai besoin de pouvoir m'épanouir. Je me suis épanouie au sommet des chapiteaux, sur des trapèzes. Là, j'ai fait un défi qui était la Suisse à bout de bras, où je suis montée 13 cols alpins avec le handbike. Et ça a été une expérience sportive et aussi une expérience de surmonter de nouveau justement le handicap. Silke Pan, vous n'êtes pas que pilote de handbike, vous êtes aussi pilote d'exosquelette. Oui. Ça fait penser, vous vous souvenez de la série L'homme qui valait 3 milliards ? C'est quelque chose que les gens de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'est un homme bio-ionique à qui on a greffé des organes mécaniques et électroniques. C'est un peu ce que vous vivez avec les PFL. C'est ça, ce projet d'exosquelette ? Oui, c'est magnifique. Donc, j'ai la chance de pouvoir être pilote d'essai de cet exosquelette. Donc, c'est ce robot qui permet à des personnes avec paraplégie complète et autres déficiences des membres inférieurs de se remettre debout et de marcher. Pour moi, c'est un miracle technologique et j'ai participé dans le rôle de pilote d'essai justement, c'est-à-dire j'ai aidé à préparer le terrain, j'ai aidé à débroussailler. Ça a été un long apprentissage de ma part aussi pour indiquer aux ingénieurs, pour leur donner des pistes, pour leur dire, écoutez, en étant la personne concernée, il faudrait faire un petit peu plus comme ci, comme ça, travailler sur les trajectoires, travailler sur les inclinaisons des genoux, du dos et tout ça, de manière à ce qu'une fois que ce soit débroussaillé, cet exosquelette puisse être utilisable par d'autres personnes avec invalidité et que ça puisse leur ouvrir une liberté supplémentaire. Une liberté supplémentaire et aussi des bienfaits physiques. Parce que le fait de se mettre debout, c'est vraiment très important, surtout quand on a un handicap, de pouvoir, par rapport à la circulation sanguine, par rapport à la prévention de l'ostéoporose, pour redonner la fonction des organes dans le ventre qui puissent fonctionner plus librement, pour la peau, contre les escarres et tout ça. Et aussi le côté intégration sociale. Le regard. Le regard, tout à coup, on peut parler avec les gens les yeux dans les yeux et pas seulement à hauteur de braguette. C'est quelque chose qui semble minime, petit, mais quand moi je me suis mise debout la première fois après 9 ans,
je peux vous dire que c'est quelque chose de très fort. Tout à coup, je me retrouvais dans le monde des valides que j'avais quitté 9 ans auparavant. Et je pense que pour notre force intérieure, de nous dire non mais finalement je suis encore une personne valide. C'est juste un état physique, c'est juste comme une jambe dans le plâtre d'être en fauteuil roulant. Mais finalement moi-même je suis encore une personne entière comme les autres. Et c'est très important. Silke Pan, merci. RTS Info, la matinale. Silke Pan, vous êtes notre invité jusqu'à 8h. On aura tout à l'heure la revue de presse, la chronique de Jérôme Jeannin. Mais à 7h43, on va s'intéresser à l'Irak parce que cela fait 3 mois que la guerre contre l'État islamique est terminée. Elle avait duré 3 ans. 3 ans qui ont laissé le pays en ruine. Mossoul, par exemple, deuxième ville d'Irak, a été quasiment rasée. La bonne nouvelle, c'est que partout dans le pays, la reconstruction a commencé. C'est le cas notamment à Bagdad. On écoute ce reportage sur place de Nicolas Roper. C'est un chantier en plein Bagdad comme il en pousse toutes les semaines dans la capitale irakienne. Ali, un charpentier originaire du sud du pays, est employé à la construction de ce nouveau centre commercial. Depuis la fin de Daesh, l'activité est repartie. Avec la guerre, il y a eu beaucoup de destruction, donc maintenant il faut reconstruire. C'est bien, on a beaucoup de travail, on va aider le pays à repartir. Installé dans un café chic du quartier aisé de Mansour dans l'ouest de Bagdad, Ahmad Chouhab discute avec quelques amis. Cet Irakien qui termine ses études d'architecture se réjouit du retour de la paix dans son pays. Je me souviens qu'en 2006, quand j'allais à l'école, il y avait des cadavres devant notre maison. C'était notre quotidien. Mais aujourd'hui, c'est fini, on ne voit plus ça. Il y a des investissements qui arrivent en Irak. Peu importe où vous allez, vous voyez des projets qui sortent de terre. De nouveaux centres commerciaux sont en construction ici à Bagdad, mais aussi à Bassora ou à Mossoul. Mais ce n'est pas qu'une affaire personnelle. Tout le monde doit se sentir concerné. On doit tous s'y mettre ensemble pour remettre sur pied notre pays, ce pays que l'on aime plus que tout. Si on y arrive, alors nous pourrons envisager un futur pour l'Irak. Mais l'État islamique a-t-il complètement été vaincu en Irak ? Les autorités disent craindre des cellules dormantes comme celle qui est passée à l'action en janvier dernier sur l'un des carrefours de Bagdad. 2 kamikazes se sont fait exploser, tuant 31 personnes. Une fine barbe lui entourant le visage, Chouja Nasser, gérant d'un magasin d'outillage installé tout proche, n'arrive pas à oublier cette attaque. La première explosion a eu lieu à quelques mètres de mon magasin, l'autre 5 minutes plus tard de l'autre côté de la rue. Toute ma marchandise a été endommagée. Ces seaux-là, ils sont inutilisables maintenant. Mais j'ai eu de la chance, j'aurais pu mourir ou être blessé. Depuis, j'ai très peur que ça se reproduise. Comment voulez-vous que le pays se reconstruise dans ce climat ? Ça sera très difficile. Membre de la coalition du Premier ministre Hader al-Abadi, l'universitaire Nour Kaïs défend le bilan du gouvernement. Elle se félicite du succès de la conférence pour la reconstruction de l'Irak qui s'est tenue mi-février à Koweït. Environ 30 milliards de dollars en prêts et investissements ont été promis par la communauté internationale. Une bouffée d'air qui va aider le pays, assure Nour Kaïs. La situation économique en Irak est bien meilleure ces derniers mois. Le gouvernement a permis l'arrivée d'investisseurs nationaux et étrangers. Nous avons aussi retrouvé une stabilité politique qui va permettre au pays de se reconstruire. Ce sont des éléments qui montrent que les choses vont dans le bon sens, c'est évident. Ce n'est pas encore parfait, mais nous travaillons en ce sens. 4 ans après l'irruption de l'État islamique dans le pays, l'Irak, s'il veut se reconstruire, devra aussi mettre fin aux tensions communautaires et à la corruption, 2 fléaux qui minent le pays depuis la chute du régime de Saddam Hussein il y a exactement 15 ans. Le reportage en Irak et à Bagdad de Nicolas Roper. À 7h47, on va passer à la revue de presse avec vous, Valérie Droux. Guy Parmelin fait le ménage dans son département. Le conseiller fédéral a dégradé le chef du service juridique de l'armée, révèle ce matin La Liberté. À lire aussi dans le Nouvelliste, Arc Info, La Côte et le Journal du Jura. Alors tout commence, vous vous en souvenez peut-être, avec l'affaire Andreas Stettbarer, le divisionnaire médecin-chef de l'armée. Il avait été suspendu fin 2016.
2016 pour soupçon d'infraction pénale. En septembre 2017, ce même Andreas Schedbacher était réintégré. Les soupçons ne s'étaient pas vérifiés ou alors étaient prescrits. Guy Parmelin avait été mal conseillé par ce fameux chef juridique de l'armée. Et donc, le conseiller fédéral, le divisionnaire avait été suspendu à tort, de quoi jeter une ombre sur le conseiller fédéral Guy Parmelin et sur l'expertise du service juridique de l'armée, un service, autre mesure liée à l'affaire Schedbacher, qui est en cours de réorganisation. Et puis une autre affaire à rebondissement dans la presse ce matin, Valérie, celle de la marine marchande suisse. Oui, c'est presque une chasse gardée de la Nordwestschweiz, repris toujours par l'Aargauer Zeitung. Un sujet familier dorénavant, note le journal que ses provisions pour la flotte suisse, c'était 215 millions dans les comptes 2016 de la Confédération. Ce sera 100 millions dans les comptes 2017, selon les journaux. Est concernée cette fois-ci une autre compagnie maritime qui serait en difficulté, selon des rumeurs insistantes depuis quelque temps. L'entreprise Massoel à Genève, qui possède 8 navires financés par la Confédération. Interrogé, le département de l'économie ne commente pas et rappelle que la santé des compagnies dépend du marché et que l'année écoulée a été plutôt bonne. Même optimisme du côté de l'entreprise en question. Des affaires toujours dans la presse, décidément, avec ce nouveau chapitre du roman d'espionnage dont vous nous parliez hier, celui des kidnappeurs turcs. Oui, c'est comme ça que les appellent le Tagesanzeiger, le Bund et la Berner Zeitung. Ils nous expliquent ce matin, ces 3 journaux, comment ces kidnappeurs turcs ont échappé aux poursuites pénales en Suisse. Selon le département fédéral des affaires étrangères, ils n'étaient pas protégés par l'immunité diplomatique. Ils auraient donc pu être inquiétés. L'un des diplomates de haut rang impliqués dans les projets d'enlèvement révélés hier a été identifié au plus tard fin 2016. Or, soulignent les journaux ce matin, il est resté en Suisse jusqu'en août 2017, alors que l'enquête avait pu commencer déjà en mars et que l'autre diplomate impliqué était lui déjà parti. Se pose donc la question aussi de savoir si la Suisse officielle a été assez réactive. Et le Tagui raconte aussi ce matin la petite fête de départ du diplomate qui avait tout l'air d'avoir été improvisée. Uber tente de contourner ses obligations sociales avec des sociétés paravents. Alors, les sociétés paravents, ce sont les entreprises partenaires. Le Courrier, à lire aussi dans La Liberté, relaie les inquiétudes du député vaudois Jean Tchop, socialiste et juriste au syndicat UNIA. Selon lui, la société de véhicules de transport avec chauffeur utilise un montage de sociétés paravents pour poursuivre ses activités hors la loi, avec des rémunérations de 2500 francs par mois pour un temps plein ou des semaines de plus de 45 heures. Uber ferait travailler ses chauffeurs considérés comme travailleurs indépendants pour des entreprises partenaires et le juriste rappelle aussi que des sociétés paravents vaudoises emploient des chauffeurs exerçant sur Genève avec des plaques vaudoises, ce qui est interdit. La commission du Grand Conseil vaudois commence lundi son examen du projet de loi régissant les activités des entreprises comme Uber. Silke Pan, là on parle d'Uber et d'entreprises de taxi. Quand on est paraplégique, c'est compliqué de se déplacer. On a eu un exemple ce matin, c'était compliqué pour vous d'arriver jusqu'ici, notamment de prendre un taxi. C'est vraiment des difficultés de tous les jours aussi en Suisse. Ah, tout à fait, oui, c'est des difficultés. On a les CFF et tout ça qui sont organisés. Il faut téléphoner à l'avance pour organiser l'aide au chargement. Mais par contre, on ne peut pas être spontané. Je ne peux pas aller prendre le train spontanément. Si je manque un train, je dois attendre 1 heure au moins pour pouvoir prendre le prochain, pour organiser l'aide au chargement. Mais vous diriez qu'on est dans un pays qui doit faire beaucoup d'efforts ou qu'on est dans un pays où ça va plutôt bien ? Alors par rapport aux autres pays européens, ça va plutôt bien. Voilà. Après, on peut toujours s'améliorer. Je vois ça dans vos yeux. 7h51, on continue cette revue de presse et on va faire un peu d'histoire maintenant avec le temps qui a retrouvé une lettre extraite de la correspondance entre Malcolm X et Saïd Ramadan. Saïd Ramadan, c'est le fondateur du Centre islamique de Genève. À l'approche du 50e anniversaire de la mort de Martin Luther King, héros du combat des droits civiques, l'Amérique, dit le temps, redécouvre l'héritage de Malcolm X, prêcheur musulman afro-américain. Son combat qui a longtemps été caricaturé en radicalisme islamique prônant la haine des Blancs. Mais le document daté du 11 janvier 1965, retrouvé par le temps, met en évidence une vraie proximité entre Malcolm X et Saïd Ramadan. L'Américain y dit aussi ses craintes, il manque d'argent, il craint d'être lâché par les siens et il sent rôder la mort. « Je suis déjà très occupé à rester simplement en vie », écrit-il, et il mourra
un mois plus tard. La double page du Temps revient aussi sur la dualité historique entre Malcolm X et justement Martin Luther King et revient également sur le parcours du prédicateur. Renan ? C'est assez frappant aux États-Unis en ce moment de voir tout l'intérêt autour de figures comme Malcolm X ou les Black Panthers, etc. Il y a pas mal de films, de livres, de documentaires qui sortent avec parfois la volonté de réhabiliter ces figures ou ces mouvements-là. C'est probablement un peu dans le sillage du mouvement Black Lives Matter. On va terminer cette revue de presse, Valérie. Un petit peu de LSD, me dites-vous? Bah oui, Sbitzeli LSD. Sbitzeli, ouais. Un petit peu, en effet. C'est ce qu'on lit, Sbitzeli LSD, en première page publique. Alors forcément, à 4h du matin, ça m'a interpellée. Alors, les petites quantités, c'est, paraît-il, le dernier cri en matière de consommation de drogue. Selon des recherches, le microdosage des drogues psychédéliques, et seulement celles-ci, comme le LSD, mais aussi le cannabis ou la psilocybine, c'est ce qu'il y a dans les champignons magiques. Des recherches de la plateforme The Third